La nuit tombait sur Marseille comme un voile de velours noir, et le port industriel s'illuminait de mille feux orangés. C'était dans ce décor de métal et de fumée que notre histoire commence. Une histoire d'amour aussi improbable que puissante, forgée dans le bruit assourdissant des machines et la chaleur suffocante des torches de soudure. Je m'appelle Julien. Julien Moreau. 32 ans, soudeur qualifié, des mains calleuses qui racontent 10 années de labeur sur les chantiers navals de la Méditerranée. Je n'ai jamais été du genre à me confier facilement. Mon père, docker de son état, m'avait appris que les hommes vrais ne parlent pas de leurs sentiments. Ils les enfouissent au fond d'eux-mêmes, comme on enfouit les secrets au fond de la mer. Mais cette nuit-là, cette nuit de juillet, où la chaleur refusait de céder, même après le coucher du soleil, quelque chose en moi allait changer. Quelque chose que je ne pourrais plus jamais enfouir. Le chantier s'étendait sur près de 5 hectares. Des structures métalliques s'élevaient vers le ciel comme des cathédrales modernes, témoins silencieux de notre travail acharné. Nous étions une 50aine d'ouvriers, répartis en équipes de jour et de nuit. J'avais choisi les nuits. Moins de monde, moins de bruit inutile, juste le chant du métal et le crépitement de ma torche. C'est pendant l'une de ces nuits que je l'ai vu pour la première fois. Enfin, vu est un bien grand mot. On m'avait parlé de lui, Marc Rousseau, le nouveau chef d'équipe transféré depuis Lyon. La rumeur disait qu'il était strict, exigeant, impossible à satisfaire. Le genre d'homme qui vérifiait chaque soudure 3 fois, qui ne laissait rien passer. Notre première rencontre fut aussi glaciale que le Mistral en hiver. Il était 2 heures du matin, et je travaillais sur une poutrelle de 12 mètres, suspendue dans mon harnais de sécurité, ma torche crachant des étincelles qui dansaient dans la nuit comme des lucioles d'acier. Moreau. Sa voix monta jusqu'à moi, grave, autoritaire. Descendez. Maintenant. Je levai les yeux, agacé par l'interruption. En bas, une silhouette se découpait contre les projecteurs du chantier. Grand, des épaules larges moulées dans un t-shirt bleu marine, un casque jaune vissé sur la tête. Je ne distinguais pas son visage, mais je sentais son regard sur moi, pesant, scrutateur. « Je descends quand j'ai fini », répondis-je, retournant à ma soudure. « Vous descendez maintenant ou je coupe l'alimentation de votre poste. » Il y avait quelque chose dans sa voix. Pas de la colère, non. De l'autorité pure, le genre qui ne tolère aucune contradiction. Je soupirai, éteignis ma torche et descendis lentement, prenant mon temps pour bien lui faire comprendre que je n'appréciais pas. Quand je fus enfin à sa hauteur, je pus vraiment le voir. Et ce que je vis me coupa le souffle. Marc Rousseau était beau. Pas d'une beauté conventionnelle. Lisse et fade. Non, sa beauté était rugueuse, marquée par le travail et la vie. Des yeux d'un bleu acier qui semblaient voir au travers de vous. Une mâchoire carrée couverte d'une barbe de 3 jours. Des lèvres fines, mais parfaitement dessinées. Ses mains, je remarquai immédiatement ses mains. Larges, puissantes, scarifiées par 1000 petites coupures et brûlures. Le témoignage d'années passées sur les chantiers. « Votre soudure, » dit-il en pointant vers le haut, « elle est bonne. Très bonne, même. » Je ne sus quoi répondre. Un compliment, de la part de l'homme réputé impossible à satisfaire. Mais continua-t-il, et je sentis le mais venir de loin, « Vous n'avez pas mis votre harnais correctement. La sangle dorsale est mal ajustée. Une chute de cette hauteur et vous êtes mort. » Je regardais mon harnais. Il avait raison. Dans ma hâte, j'avais négligé un détail qui aurait pu me coûter la vie. Désolé, marmonnai-je, mon agacement cédant la place à quelque chose qui ressemblait à de la honte. Ne soyez pas désolé. Il s'approcha, et soudain, il était tout près, trop près. Son parfum me parvint, un mélange de sueur, de métal et quelque chose d'autre, quelque chose de plus subtil, presque boisé. Soyez plus attentif. Vous êtes un bon soudeur, Moreau. J'ai lu votre dossier. Je ne veux pas vous perdre pour une négligence stupide.
Ses doigts effleurèrent ma sangle, ajustant le harnais avec des gestes précis, professionnels. Mais ce simple contact, aussi bref fut-il, déclencha quelque chose en moi. Une chaleur qui n'avait rien à voir avec la température ambiante se propagea dans mon ventre. « Voilà, » dit-il en reculant. « Maintenant, vous pouvez remonter. » Cette nuit-là, je ne pus terminer mon travail correctement. Mon esprit était ailleurs, occupé par des pensées que j'aurais préféré ne pas avoir. Des pensées sur Marc Rousseau, sur ses mains, sur la manière dont il m'avait regardé. Je me répétais que c'était ridicule, que j'imaginais des choses qui n'existaient pas. Les semaines passèrent et nous développâmes une routine étrange. Marc inspectait mon travail chaque nuit, toujours aux alentours de 2 heures. Il trouvait toujours quelque chose à corriger, un angle imparfait, une soudure qui aurait pu être plus propre. Mais jamais il ne critiquait pour critiquer. Ses remarques étaient justes, constructives, et malgré moi, je commençais à les attendre avec une impatience que je ne m'expliquais pas. Une nuit, alors que je prenais ma pause dans le conteneur aménagé en salle de repos, il entra. Nous étions seuls. Il faisait une chaleur étouffante et j'avais retiré mon t-shirt, exposant mon torse couvert de sueur et de poussière métallique. « Moreau », dit-il, s'arrêtant sur le pas de la porte. « Rousseau », répondis-je, continuant à boire mon café tiède sans le regarder. Il s'avança, se servit un café à son tour, s'assit sur le banc en face de moi. Le silence s'installa entre nous, mais ce n'était plus le silence hostile des premiers jours. C'était quelque chose de différent, chargé d'une tension que je ne savais nommer. « Vous avez de la famille à Marseille ?» demanda-t-il soudain. La question me surprit. Marc ne parlait jamais de choses personnelles. « Ma mère, » répondis-je. « Elle vit dans le quartier de Noailles. »« Et vous ?»« Personne. » Sa voix se fit plus basse. « Je suis seul ici. » Nos regards se croisèrent alors, et dans ses yeux, je vis quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Une solitude immense, un vide que même le travail acharné ne pouvait combler. « Lyon vous manque ?» demandai-je, cherchant à prolonger cette conversation, cette connexion fragile qui s'établissait entre nous. Il eut un rire amer. « Lyon ne me manque pas. Ce qui me manque, c'est avoir quelqu'un avec qui parler de plus que de soudure et de normes de sécurité. Vous pouvez parler avec moi. » Les mots étaient sortis avant que je puisse les retenir. Marc me regarda, surpris, puis quelque chose dans son expression s'adoucit. « Vraiment? Et de quoi voulez-vous parler, Moreau? Appelez-moi Julien. »« D'accord, Julien. » Il prononça mon prénom lentement, comme s'il en testait le goût sur sa langue. « Appelez-moi Marc. » À partir de cette nuit, tout changea. Nos pauses devinrent des moments que j'attendais avec une impatience croissante. Nous parlions de tout et de rien, de nos vies, de nos rêves abandonnés, de nos peurs. Marc me raconta comment il avait grandi dans une famille ouvrière, comment son père l'avait initié au métier dès l'âge de 15 ans, comment il avait grimpé les échelons un à un, sacrifiant tout pour sa carrière. « Et vous, Julien ?» me demanda-t-il une nuit. « Pourquoi les nuits? Pourquoi fuir le jour? »« Je fuis pas le jour, » protestai-je. « J'aime juste la tranquillité de la nuit. »« Vous mentez. » Il sourit, un sourire rare qui illuminait son visage sévère. Mais je n'insiste pas. Chacun ses secrets. Sauf que je voulais lui dire. Je voulais lui raconter comment, il y a 5 ans, j'avais aimé un homme. Comment nous nous étions cachés, honteux, vivant notre amour comme un crime. Comment il m'avait quitté pour épouser une femme, pour avoir la vie normale que sa famille attendait de lui. Comment j'avais choisi les nuits pour ne plus croiser de regard, pour ne plus avoir à mentir sur qui j'étais vraiment. Mais les mots restaient coincés dans ma gorge, prisonniers de ma peur. « Dites-moi une chose, Julien. » Marc se pencha vers moi, son regard intense plongé dans le mien. « Vous êtes heureux ?» La question me désarçonna. « Heureux? Quand avais-je été heureux pour la dernière fois? Je suis content,
répondis-je évasivement. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Content n'est pas heureux. Et vous, Marc? Êtes-vous heureux? Il se recula, détournant le regard. Non, je ne le suis pas. Je ne sais même plus ce que ça signifie. Peut-être qu'on pourrait apprendre ensemble. Les mots avaient franchi mes lèvres avant que je réalise leur portée. Marc me fixa, et dans ses yeux, je vis passer une multitude d'émotions. Surprise, espoir, peur. « Julien, commença-t-il, sa voix tremblante. Vous savez ce que vous dites? Mon cœur battait si fort que j'étais certain qu'il pouvait l'entendre. Oui, je sais exactement ce que je dis. Il se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol métallique du conteneur. Je suis votre supérieur. Ce serait inapproprié. Je me levai à mon tour, faisant face à lui. Inapproprié selon qui? Selon quelles règles? Selon toutes les règles, Julien. Il passa une main dans ses cheveux, un geste de frustration. Je ne peux pas, nous ne pouvons pas. Mais il ne partait pas. Il restait là, à 1 mètre de moi, ses poings serrés, son corps tendu comme un arc, prêt à se rompre. Marc, dis-je doucement, regardez-moi. Il leva les yeux, et ce que j'y lus me donna le courage de franchir la distance qui nous séparait. Je posai ma main sur son torse, sentant les battements affolés de son cœur sous mes doigts. « Dites-moi d'arrêter, murmurai-je. Dites-moi de reculer, et je le ferai. » Il ne dit rien. Ses yeux se fermèrent, sa mâchoire se crispa, et pendant un instant, je crus qu'il allait me repousser. Puis sa main se posa sur la mienne, la serrant fermement. « Je ne peux pas, souffla-t-il. Je ne peux pas te demander d'arrêter. Alors ne le fais pas. » Notre premier baiser fut une explosion. Toute la tension accumulée pendant ces semaines, tous ces regards furtifs, tous ces silences chargés d'électricité, tout explosa dans ce baiser. Ses lèvres étaient chaudes, exigeantes, et je répondis avec la même intensité, mes mains s'accrochant à lui comme à une bouée de sauvetage. Nous nous séparâmes, haletant, nos fronts l'un contre l'autre. « C'est de la folie, » murmura-t-il. « La meilleure folie que j'ai jamais connue, » répondis-je. Cette nuit-là, nous ne retournâmes pas travailler. Nous restâmes dans ce conteneur, assis côte à côte sur le banc métallique, nos doigts entrelacés, parlant à voix basse comme des conspirateurs. Marc me raconta qu'il avait toujours su qu'il était différent, qu'il avait passé des années à enfouir ses désirs, à se construire une carapace d'indifférence pour survivre dans ce monde d'hommes rudes où la sensibilité était perçue comme une faiblesse. Moi aussi, lui confiai-je. Moi aussi, j'ai caché qui j'étais. Nous n'avons plus à nous cacher, dit-il en serrant ma main. Du moins, pas quand nous sommes ensemble. Les semaines qui suivirent furent les plus belles et les plus terrifiantes de ma vie. Nous devions faire preuve d'une prudence extrême. Sur le chantier, Marc restait le chef strict et professionnel, et j'étais le soudeur consciencieux. Mais nos regards parlaient pour nous. Un effleurement de main en passant un outil, un sourire fugace quand personne ne regardait. Ces petits moments volés devinrent nos trésors secrets. Nos vraies rencontres se faisaient ailleurs. Marc avait loué un petit appartement dans le Panier, le vieux quartier de Marseille. C'est là que nous nous retrouvions, après nos quarts de nuit, quand la ville dormait encore. C'est là que je découvris l'homme derrière le masque. Marc était doux, tendre d'une manière qui contrastait totalement avec son apparence rugueuse. Il aimait cuisiner, me préparant des plats traditionnels lyonnais qu'il avait appris de sa grand-mère. Il collectionnait les vieux vinyles de jazz et nous restions des heures allongés sur son canapé usé, écoutant Chet Baker et Miles Davis, sans parler, juste en étant ensemble. Un matin, alors que nous étions levés l'un contre l'autre, il traça, du bout des doigts, les cicatrices sur mon torse, souvenirs d'années de brûlures et d'accidents mineurs. Chacune raconte une histoire, dit-il doucement. Des histoires pas très intéressantes, répondis-je. Juste de la négligence ou de la malchance.
Pour moi, elles sont fascinantes. Il déposa un baiser sur une cicatrice particulièrement longue sur mon épaule. Elles font partie de toi. Je tournai la tête pour le regarder. Tu sais que je t'aime. Les mots étaient sortis spontanément, sans réflexion. Marc se figea, ses yeux s'écarquillant. Julien, je sais que c'est trop tôt, me hâtai-je de dire. Je sais que nous devrions prendre notre temps, être raisonnables, mais je ne peux pas m'en empêcher. Je t'aime, Marc. Il ne répondit pas immédiatement. Son regard se perdit dans le vide, et je sentis mon cœur se serrer. Avais-je tout gâché? Puis il se tourna vers moi, et il y avait des larmes dans ses yeux. Moi aussi, je t'aime, dit-il d'une voix brisée. Depuis la première fois que je t'ai vu, suspendu à 12 mètres du sol, concentré sur ton travail, inconscient du danger. J'ai su à ce moment-là que tu allais bouleverser ma vie. Nous nous embrassâmes alors avec une intensité nouvelle, celle de deux hommes qui venaient de s'avouer l'impossible. Avant de continuer cette histoire, j'aimerais savoir quelque chose. Vous qui m'écoutez, de quelle ville êtes-vous? Dites-le-moi en commentaire. Je suis curieux de savoir d'où vous nous suivez dans cette aventure marseillaise. Mais le bonheur, je l'ai appris, n'est jamais simple. Et dans notre monde, l'amour entre deux hommes était encore considéré par beaucoup comme quelque chose de honteux, quelque chose qu'il fallait cacher. Le premier problème survint 2 mois après le début de notre relation. Un nouveau contremaître, Jacques Dubois, rejoignit l'équipe. Dès le premier jour, je sus qu'il y aurait des complications. Dubois était de la vieille école, le genre d'homme qui considérait que les chantiers n'étaient pas faits pour les femmes, et encore moins pour les tapettes, comme il le disait si élégamment. Il remarqua très vite la manière dont Marc me traitait. Pas de favoritisme, non. Marc était trop professionnel pour ça. Mais quelque chose dans notre dynamique devait trahir notre lien. « Dis donc, Rousseau, lança-t-il un soir alors que toute l'équipe prenait son repas. T'as l'air de bien aimer ton petit soudeur. » Le silence se fit instantanément. Tous les regards se tournèrent vers Marc, qui continuait de manger calmement, comme si de rien n'était. « Moreau est un excellent professionnel, » répondit-il d'un ton neutre. « J'apprécie le travail bien fait, c'est tout. » Mais Dubois n'en avait pas fini. « Ouais, c'est ça. T'es toujours fourré avec lui. On se demande ce que vous pouvez bien faire pendant vos petites pauses privées. » Mon sang ne fit qu'un tour. Je me levai, prêt à lui sauter à la gorge, mais la main de Marc se posa sur mon épaule, me retenant. « Assieds-toi, Julien, » dit-il calmement. Puis il se tourna vers Dubois, et dans ses yeux, je vis une lueur dangereuse. « Dubois, si vous avez quelque chose à dire, dites-le clairement. Sinon, fermez-la et retournez au travail. » Dubois ricana, mais il sentit que Marc ne plaisantait pas. Il leva les mains en signe de reddition. « Du calme, chef. Je disais ça comme ça. » Mais le mal était fait. Le doute avait été semé, et je savais que les langues allaient se délier. Dans un milieu aussi fermé que le nôtre, les rumeurs se propageaient plus vite que la rouille sur le métal. Cette nuit-là, chez Marc, la tension était palpable. Il faisait les 100 pas dans le salon, une cigarette à la main, chose que je ne l'avais jamais vu faire. « Il faut être plus prudent, » dit-il finalement. « Plus prudent? Marc, nous sommes déjà incroyablement prudents. » Pas assez, visiblement. Il écrasa sa cigarette avec violence. Dubois nous a remarqués. Combien de temps avant que les autres commencent à se poser des questions? Et alors, répliquai-je, la colère montant en moi. Et alors, s'ils se posent des questions, on ne fait rien de mal. Tu ne comprends pas. Il se tourna vers moi, l'angoisse visible sur son visage. Si ça se sait, je perds mon poste. Toi aussi peut-être. Et après, qui voudra embaucher 2 PD? Le mot claqua dans l'air, comme une gifle. Je me levai, tremblant de rage. Ne dis pas ça. Ne dis jamais ça. Mais c'est comme ça qu'ils nous appelleront Julien. Il vint vers moi, me prit par les épaules.
Je ne veux pas te faire souffrir. Je ne veux pas que tu perdes tout à cause de moi. À cause de nous, corrigeai-je. Et je m'en fous de ce qu'il pense. Mais moi, je ne m'en fous pas. Sa voix se brisa. J'ai travaillé toute ma vie pour arriver où je suis. Je ne peux pas tout perdre. Alors quoi? On arrête? On fait comme si rien ne s'était passé? Il détourna le regard, incapable de me répondre. Ce silence fut plus douloureux que n'importe quelle parole. Je sortis de son appartement cette nuit-là, sans me retourner, le cœur brisé en 1000 morceaux. Les jours suivants furent un enfer. Marc m'évitait, ne m'adressant la parole que pour des questions strictement professionnelles. Je sentais son regard sur moi parfois, lourd de regrets et de douleur, mais il ne disait rien. Je plongeais dans le travail, soudant jusqu'à l'épuisement, espérant que la fatigue physique apaiserait la douleur émotionnelle. Ça ne marchait pas. Un soir, alors que je travaillais sur une structure particulièrement complexe, je sentis une présence derrière moi. Je me retournai pour trouver un des ouvriers les plus anciens du chantier, Robert, un homme dans la cinquantaine avec qui j'avais toujours eu de bons rapports. « Julien, dit-il doucement, on peut parler ?» Je descendis de mon poste, intrigué. On s'éloigna des autres, trouvant un coin tranquille derrière une pile de poutres. « Je sais, » dit-il simplement. Mon sang se glaça. « Vous savez quoi? Pour toi et Marc. » Il leva une main pour m'empêcher de protester. « Ne mens pas, je vous ai vu. Il y a 2 semaines, quand vous pensiez être seul dans le conteneur. J'étais paralysé, incapable de parler. Écoute-moi bien, gamin. » Robert posa une main sur mon épaule. « Je m'en fous. Tu m'entends? Je m'en fous de qui tu aimes. Tu es un bon ouvrier, un bon gars. C'est tout ce qui compte pour moi. » Je sentis les larmes me monter aux yeux. « Merci, » murmurai-je. « Mais, continua-t-il, tout le monde n'est pas comme moi. Dubois et ses copains, ils cherchent la merde. Si tu veux survivre ici, tu dois être plus malin qu'eux. Comment? En arrêtant de souffrir en public. » Robert me regarda droit dans les yeux. « On voit bien que t'es malheureux depuis 1 semaine. Ça pose des questions. Si tu veux protéger Marc et toi-même, tu dois agir comme si tout allait bien. » Je compris la sagesse de ses paroles. Il avait raison. Notre douleur nous trahissait. « Et Marc ?» demandai-je. « Vous lui avez parlé? » « Pas encore. Mais je vais le faire. Ce garçon est en train de se détruire. Il croit qu'en te repoussant, il vous protège tous les deux. Il ne réalise pas qu'il est en train de vous détruire tous les deux. » Cette nuit-là, je ne vis pas Marc. Mais le lendemain, alors que je prenais ma pause, il entra dans le conteneur. Nous étions seuls. « Julien, » commença-t-il, et je vis qu'il avait à peine dormi. J'ai parlé avec Robert. Je sais. Il s'approcha lentement. J'ai été un lâche. J'ai eu peur et j'ai fui. J'ai cru que t'éloigner te protégerait, mais je t'ai juste fait souffrir. Marc, laisse-moi finir. Il inspira profondément. Tu avais raison. Je me fous de ce qu'il pense. Ou plutôt, je devrais m'en foutre. Parce que te perdre, ça, c'est insupportable. Il tendit la main vers moi, hésitant. Je suis désolé. Je pris sa main, entrelaçant mes doigts aux siens. Moi aussi. Nous nous embrassâmes alors, doucement, comme pour sceller une promesse. Nous savions que le chemin ne serait pas facile, que nous devrions faire face à l'hostilité, au jugement, peut-être même à la violence. Mais nous le ferions ensemble. Les semaines passèrent et nous trouvâmes un équilibre fragile. Sur le chantier, nous restions professionnels, mais nous ne cachions plus notre proximité. Pas de gestes déplacés, pas de démonstration, mais nous ne nous efforcions plus non plus de paraître distants. Dubois continua ses insinuations, mais Robert et quelques autres ouvriers prirent notre défense, pas explicitement, mais en rappelant que la vie privée de chacun ne regardait personne. Peu à peu, une sorte d'acceptation tacite s'installa. Un soir, 3 mois après notre réconciliation, Marc me fit une proposition inattendue. « J'ai réfléchi », dit-il alors que nous dînions chez lui. « Mon contrat ici se termine dans 6 mois.
Je pourrais le renouveler ou, ou, ou je pourrais chercher autre chose. Peut-être ouvrir ma propre entreprise. Quelque chose de petit, de personnel. Et j'aimerais que tu sois mon associé. Je le regardais, stupéfait. Tu es sérieux? Complètement. Il prit ma main. Je veux construire quelque chose avec toi, Julien. Pas juste une relation, mais un avenir. Quelque chose qui soit vraiment à nous. Mon cœur se gonfla d'une émotion si intense que j'eus du mal à respirer. Oui, dis-je simplement. Oui, je veux construire cet avenir avec toi. Avant de continuer, j'aimerais savoir quelque chose. Vous qui suivez notre histoire, est-ce que vous l'appréciez jusqu'ici? Mettez une note de 0 à 10 en commentaire. Vos retours sont importants pour moi. La création de notre entreprise ne fut pas une aventure sans embûches. Les premiers jours furent particulièrement difficiles. Nous avions loué un petit hangar dans la zone industrielle de la Valentine, un quartier au nord de Marseille. L'endroit était modeste, presque dérisoire comparé aux immenses chantiers où nous avions travaillé. Mais c'était à nous. Je me souviens du premier matin. Marc et moi étions arrivés à l'aube, nos outils, dans le coffre de sa vieille Renault. Le soleil se levait à peine, teignant le ciel de rose et d'orange. Il faisait froid, ce matin-là, un froid inhabituel pour Marseille. « C'est vraiment ce qu'on veut ?» demanda Marc, debout devant le hangar fermé, les clés dans la main. Je posai ma main sur son épaule. « C'est ce dont on a besoin. » Il déverrouilla la porte et nous entrâmes. L'espace était vide, résonnant, empli de l'odeur de rouille et de béton humide. Mais dans ce vide, je voyais notre futur. Je voyais les postes de soudure alignés. J'entendais le bruit familier du métal. Je sentais déjà la chaleur des torches. « On commence par quoi ?» demandai-je. Marc sourit, retroussant ses manches. « Par le commencement. » Nous passâmes les 3 semaines suivantes à aménager l'atelier. Nous installâmes l'électricité nous-mêmes, montâmes les postes de travail, organisâmes l'espace. Chaque soir, nous rentrions épuisés, couverts de poussière et de graisse, mais heureux d'une manière que je n'avais jamais connue. Un soir, alors que nous venions de terminer l'installation du dernier poste de soudure, Marc me prit par la taille et me fit tourner. « On l'a fait », dit-il, ses yeux brillants d'émotion. « On a vraiment notre propre entreprise. » Je ris, grisé par le moment. On n'a pas encore de clients. On en aura. Sa confiance était contagieuse. On va leur montrer de quoi on est capable. Et nous le fîmes. Notre premier client fut un petit restaurateur qui voulait une structure métallique pour sa terrasse. Le budget était modeste, mais nous traitâmes ce projet comme s'il s'agissait du plus important contrat de notre vie. Nous y consacrâmes des heures, perfectionnant chaque soudure, chaque angle. Quand nous livrâmes le travail, le restaurateur fut tellement impressionné qu'il nous recommanda à tous ses contacts. Peu à peu, les projets commencèrent à arriver. Des petits d'abord, puis des plus importants. Notre réputation se construisait sur un principe simple, l'excellence. Marc était intransigeant sur la qualité, et je l'étais tout autant. Nous refusions de faire des compromis, même quand cela signifiait travailler plus longtemps ou gagner moins. Un jour, 6 mois après notre installation, nous reçûmes un appel qui allait changer notre trajectoire. C'était un architecte renommé, Pierre Lacoste, qui cherchait des métalliers pour un projet ambitieux, la transformation d'un ancien entrepôt en galerie d'art contemporain. « J'ai entendu parler de vous », dit-il lors de notre première rencontre. « On me dit que vous êtes méticuleux, passionné. C'est exactement ce dont j'ai besoin. » Le projet était complexe. Il fallait créer une structure métallique qui soit à la fois fonctionnelle et esthétique, capable de supporter des installations artistiques lourdes tout en restant visuellement légère et aérienne. Marc et moi passâmes des nuits entières à concevoir des solutions. Nous discutions, débattions, parfois nous disputions. Mais chaque désaccord nous menait à une meilleure idée. « Tu es trop prudent »,
me disait Marc. Il faut prendre des risques esthétiques. Et toi, tu es trop audacieux, répliquai-je. On doit penser à la sécurité. Finalement, nous trouvions toujours un équilibre. Nos différences, loin de nous affaiblir, nous rendaient plus forts. La construction de la galerie dura 4 mois. Ce furent 4 mois intenses, épuisants, mais exaltants. Nous travaillions côte à côte, nos gestes synchronisés par des mois de collaboration. Parfois, au milieu d'une soudure complexe, nos regards se croisaient et un sourire passait entre nous. Le jour de l'inauguration de la galerie, Pierre Lacoste nous invita. Nous étions là, en costume-cravate, si différents de notre apparence habituelle, couverte de sueur et de poussière. Quand le rideau tomba, révélant notre structure, il y eut un moment de silence, puis des applaudissements. « C'est magnifique », murmura une femme près de nous. « C'est de l'art, en soi. » Marc serra ma main discrètement. « On l'a fait », chuchota-t-il. Ce soir-là, nous fêtâmes notre succès dans un petit restaurant du Vieux-Port. Nous commandâmes du champagne, chose que nous ne faisions jamais, et portâmes un toast. « À nous », dit Marc, « à notre courage, à notre amour, à l'avenir, ajoutai-je, quel qu'il soit. » Mais notre succès attira aussi l'attention, pas toujours positive. Un jour, nous reçûmes un appel d'un ancien collègue du chantier. Il y avait eu un article dans un journal local sur notre entreprise, mentionnant que nous étions un couple. « Vous devriez faire attention, » nous dit-il. « Il y a des gens qui n'aiment pas ça. J'ai entendu Dubois parler de vous. Il est furieux de votre réussite. »« Qu'il pense ce qu'il veut, » répondit Marc. On ne vit plus dans la peur. Mais la peur, nous découvrîmes, avait des visages multiples. Quelques jours plus tard, notre atelier fut vandalisé. Rien de grave, juste des tags sur la porte, des insultes homophobes. Mais ça suffit à nous rappeler que le combat n'était pas terminé. Cette nuit-là, nous restâmes éveillés longtemps, allongés dans notre lit, sans parler. « Ça va continuer, n'est-ce pas ?» dis-je finalement. « Il y aura toujours quelqu'un pour nous haïr. » Marc me serra contre lui. « Probablement. Mais il y aura aussi toujours des gens pour nous soutenir. Il faut se concentrer sur eux. » Il avait raison. Le lendemain, quand nous arrivâmes à l'atelier, nous trouvâmes une petite foule devant la porte. Des voisins, des clients, des amis. Ils avaient apporté de quoi nettoyer les tags. « On ne tolère pas ça dans notre quartier », dit Madame Ferreira, la boulangère d'à côté. « Vous êtes des gens bien. On vous soutient. » Ce geste simple nous toucha profondément. Il nous rappela que pour chaque personne qui nous haïssait, il y en avait 10 qui nous acceptaient. Les années passèrent, marquées par des hauts et des bas. Notre entreprise grandit, notre amour aussi. Nous apprîmes à naviguer les défis ensemble, à nous soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Un moment particulièrement difficile survint quand ma mère tomba gravement malade. Son état se détériora rapidement et je dus partager mon temps entre l'atelier et l'hôpital. Marc prit en charge la majorité du travail, sans jamais se plaindre. « Va voir ta mère », me disait-il chaque matin. « Je gère ici. » Un soir, épuisé après une longue journée à l'hôpital, je rentrais pour trouver Marc endormi sur le canapé, entouré de dossiers et de plans. Il avait travaillé tard pour rattraper mon absence. Je m'assis à côté de lui, contemplant son visage paisible dans le sommeil. À cet instant, je réalisais à quel point j'avais de la chance. Cet homme, qui aurait pu me reprocher de le laisser seul avec tout le travail, ne m'avait jamais fait sentir coupable. Au contraire, il m'avait encouragé à être là pour ma mère. « Marc », murmurai-je en caressant doucement ses cheveux. Il ouvrit les yeux lentement, me sourit. « Hé, comment va-t-elle ? » ?»« Stable. Comment ça s'est passé ici ? » ?»« Bien. » Il se redressa, s'étirant. « J'ai fini le projet Mercier. Le client est content. Tu travailles trop. On travaille, » nuança-t-il. « C'est différent. Ma mère décéda 3 semaines plus tard. Je fus dévasté. Marc fut mon roc pendant cette période sombre. Il organisa les funérailles, géra l'atelier et, surtout,
Il fut là pour moi, me tenant quand je pleurais, m'écoutant quand j'avais besoin de parler. Le jour de l'enterrement, alors que je me tenais devant sa tombe, Marc prit ma main. « Ta mère était fière de toi », dit-il doucement. Elle me l'a dit la dernière fois que je lui ai rendu visite. Je le regardais, surpris. « Tu lui as rendu visite ?»« Plusieurs fois. » Il sourit tristement. « On parlait de toi, principalement. Elle voulait s'assurer que je prenais soin de son fils. »« Qu'est-ce que tu lui as dit ?»« Que son fils était l'homme le plus extraordinaire que j'ai jamais connu. Et que je passerais le reste de ma vie à le prouver. » Ces mots, dans ce moment de douleur, furent un baume sur mon cœur brisé. Les mois suivants furent consacrés à la préparation de notre nouvelle entreprise. Marc utilisait ses économies et ses contacts pour trouver des clients potentiels, tandis que je continuais à travailler sur le chantier, mettant de côté chaque euro possible. Mais la vie a cette façon cruelle de vous rappeler que le bonheur n'est jamais acquis. Un soir de novembre, alors que je rentrais chez moi après mon quart, je trouvais ma porte fracturée. Mon appartement avait été saccagé, les meubles renversés, mes affaires éparpillées. Et sur le mur, à la bombe rouge, un mot qui me glaça le sang. PD. J'appelai immédiatement Marc, les mains tremblantes. Il arriva en moins de 20 minutes, le visage blême de rage contenue. « C'est du bois », dit-il en observant les dégâts. « J'en suis sûr. On ne peut pas le prouver. Je me fous des preuves. » Il sortit son téléphone. « J'appelle la police. » Non, je l'arrêtai. Si on fait ça, toute l'histoire va sortir. Le chantier, notre relation, tout. Tu veux vraiment ça? Il hésita, déchiré entre sa rage et sa raison. Finalement, il rangea son téléphone. Alors quoi? On ne fait rien? On accélère nos plans. Je ramassai un cadre photo brisé, la seule photo que j'avais de nous deux, prise lors d'une escapade à Cassis. On quitte ce chantier, on lance notre entreprise et on ne regarde plus en arrière. Tu es sûr? J'ai jamais été aussi sûr de ma vie. Le lendemain, nous donnâmes tous deux notre démission. Le chef de chantier fut surpris, mais ne posa pas de questions. Dubois, lui, arborait un sourire satisfait qui me donna envie de le frapper. Mais je me contrôlais. En quittant le chantier, pour la dernière fois, je regardais en arrière. Ces structures métalliques qui s'élevaient vers le ciel, témoins de notre rencontre, de notre histoire. Je ne les regrettais pas. Elles faisaient partie de mon passé et j'étais prêt pour l'avenir. Notre entreprise, Rousseau Moro Métallurgie, ouvrit ses portes au printemps suivant. C'était petit, juste nous deux et un apprenti, mais c'était à nous. Les premiers mois furent difficiles. L'argent manquait, les clients se faisaient rares. Certains refusaient de travailler avec nous quand ils découvraient notre relation. Mais d'autres, heureusement, s'en fichaient éperdument et appréciaient juste la qualité de notre travail. 1 an après notre installation, nous reçûmes notre premier gros contrat, la rénovation complète de la structure métallique d'un vieux bâtiment industriel transformé en loft de luxe. Le projet était ambitieux, complexe, exactement le genre de défi que nous aimions. Nous travaillions côte à côte, nos mouvements synchronisés par des mois de collaboration. Marc soudait une poutrelle pendant que je préparais la suivante. Parfois, nos regards se croisaient et un sourire passait entre nous, complice et tendre. Un soir, alors que nous fermions l'atelier, Marc me retint par la main. « Julien, dit-il, il y a quelque chose que je veux te demander. » Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte. Mon cœur s'arrêta. Je sais que légalement, on ne peut pas se marier. Pas encore, en tout cas. Mais ça ne m'empêche pas de vouloir t'offrir ça. Il ouvrit la boîte, révélant 2 anneaux simples en acier brossé, faits à la main. Je les ai fabriqués moi-même, continua-t-il. Avec le métal de la première soudure qu'on a faite ensemble sur notre premier chantier. Je veux que tu sois mien, Julien. Officiellement ou non, je veux que le monde entier sache que tu es l'homme de ma vie. Les larmes coulaient librement sur mes joues maintenant.
Oui, murmurai-je. 1000 fois oui. Il passa l'anneau à mon doigt, et je fis de même pour lui. Puis nous nous embrassâmes, là, au milieu de notre atelier, entouré de métal et de poussière, et ce fut le plus beau moment de ma vie. Les années qui suivirent ne furent pas toujours faciles. Il y eut des moments de doute, des conflits, des obstacles qui semblaient insurmontables. Mais nous les surmontâmes ensemble, soudés l'un à l'autre comme le métal que nous travaillions. Notre entreprise grandit, notre réputation aussi. Nous engageâmes plus d'ouvriers, prirent des projets de plus en plus ambitieux. Mais nous ne perdîmes jamais de vue ce qui nous avait réunis. L'amour du métier, le respect mutuel et surtout l'amour l'un pour l'autre. 5 ans après notre rencontre, nous fûmes invités à un gala professionnel. L'événement rassemblait tous les grands noms de la construction métallique de la région. Marc hésita à y aller, sachant que certains de nos anciens collègues seraient présents, dont probablement Dubois. « On y va », dis-je fermement. « On n'a plus rien à cacher, plus rien à prouver. On y va en tant que ce qu'on est, 2 hommes qui s'aiment et qui ont réussi ensemble. » La soirée fut étrange. Nous reçûmes des regards variés, certains admiratifs, d'autres désapprobateurs. Mais nous nous en fichions. Nous étions ensemble, fiers de ce que nous avions construit. À un moment, je vis Dubois près du bar. Il me regarda et je vis dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à du regret. Il s'approcha lentement. « Moreau, » dit-il, mal à l'aise. Je voulais m'excuser. Pour ce que j'ai fait, pour ce que j'ai dit. Je le regardai longuement. Une partie de moi voulait le rejeter, lui faire sentir la douleur qu'il nous avait causée. Mais une autre partie, plus sage, savait que la rancœur ne menait nulle part. C'est du passé, dis-je finalement. On a tous évolué. Marc apparut à mes côtés, glissant sa main dans la mienne. Un geste simple, mais chargé de signification. Dubois le remarqua, hocha la tête et s'éloigna. « Tu lui as pardonné ?» demanda Marc. « Je nous ai pardonné à nous, » répondis-je, « de nous être cachés, d'avoir eu peur. Le pardon, c'est pour nous, pas pour lui. » Cette nuit-là, de retour dans notre appartement, celui que nous partagions désormais, un loft industriel que nous avions nous-mêmes rénové, nous nous allongeâmes sur notre terrasse, contemplant les étoiles. « Tu sais ce qui est fou ?» dit Marc. « Il y a 6 ans, je ne croyais pas au bonheur. Je pensais que c'était un concept abstrait, quelque chose que les autres ressentaient, mais pas moi. Et maintenant? Maintenant, il se tourna vers moi, ses yeux brillants dans la pénombre. Maintenant, je sais que le bonheur, c'est ça. C'est toi. C'est nous. C'est le bruit du métal le matin. C'est nos disputes sur les meilleures techniques de soudure. C'est s'endormir ensemble et se réveiller. Ensemble. Je l'embrassais alors, avec toute la tendresse et la passion que je ressentais. Notre histoire n'est pas parfaite, continuai-je. On a traversé l'enfer pour en arriver là. Mais je ne changerai rien, parce que chaque épreuve nous a rendus plus forts. La mort de ma mère changea quelque chose en moi. Elle me fit réaliser la fragilité de la vie, l'importance de vivre pleinement chaque moment. Je devins moins prudent, plus audacieux dans mes choix. Et Marc, sentant ce changement, m'encouragea. Un soir, alors que nous fermions l'atelier, je lui fis une proposition inattendue. Et si on prenait des vacances? Marc me regarda comme si j'avais perdu la tête. Des vacances? Julien, on ne peut pas se permettre de fermer l'atelier. Pourquoi pas? On travaille sans arrêt depuis 3 ans. On mérite une pause. Il hésita. Je vis le conflit dans ses yeux. La partie rationnelle qui calculait les pertes financières et la partie qui mourrait d'envie d'accepter. 1 semaine, proposai-je. Juste 1 semaine. On laisse l'apprenti gérer les urgences. On va quelque part, loin de tout. Où? Je souris, surprise. 1 semaine plus tard, nous étions dans un petit village de montagne des Alpes, loin de Marseille, loin du bruit et de la chaleur. Nous avions loué un chalet isolé,
perdu au milieu des sapins. Ce fut une semaine magique. Nous marchions pendant des heures dans les montagnes, parlant de tout et de rien. Nous cuisinions ensemble, lisions au coin du feu, faisions l'amour sans la pression du quotidien. Un soir, alors que nous regardions les étoiles depuis la terrasse du chalet, Marc me confia quelque chose qu'il n'avait jamais dit. « Tu sais, » commença-t-il, sa voix hésitante. « Quand j'étais jeune, je pensais que je mourrais seul. Je me voyais comme mon père, travaillant jusqu'à l'épuisement, rentrant dans un appartement vide. Tu n'es pas ton père, Marc. Je sais, grâce à toi. » Il se tourna vers moi. « Tu m'as appris qu'il était possible d'être fort et vulnérable en même temps, qu'aimer quelqu'un ne te rend pas faible, mais plus fort. » Je pris sa main, entrelaçant nos doigts. « Et toi, tu m'as appris qu'il est possible de construire quelque chose de beau à partir de rien. Que l'amour ne se trouve pas, il se forge. Comme le métal, dit-il avec un sourire. Exactement comme le métal. » Cette semaine de vacances revigora notre relation et notre motivation. À notre retour, nous étions plus déterminés que jamais à faire grandir notre entreprise, mais aussi à ne pas la laisser consommer toute notre vie. Nous instaurâmes de nouvelles règles. Un dimanche par mois, l'atelier fermait complètement. Nous passions 7 journées ensemble, sans parler de travail. Parfois, nous explorions Marseille comme des touristes. D'autres fois, nous restions simplement chez nous, profitant de la compagnie de l'autre. Ces moments devinrent sacrés pour nous. C'était notre manière de nous rappeler pourquoi nous faisions tout cela. Pas juste pour la réussite professionnelle, mais pour construire une vie ensemble. L'expansion de notre entreprise apporta de nouveaux défis. Nous dûmes apprendre à déléguer, à faire confiance à d'autres. Ce ne fut pas facile, surtout pour Marc, qui avait toujours eu du mal à lâcher prise. Notre premier employé fut Ahmed, un jeune Algérien de 25 ans, brillant soudeur mais timide. Le premier jour, il tremblait en se présentant. « Détends-toi », lui dit Marc. « On ne mord pas. C'est juste que... » Ahmed hésita. « J'ai entendu dire que vous étiez... Enfin, que vous deux... homosexuels ?» compléta Marc directement. « Oui. C'est un problème pour toi ?»« Non, » se hâta de dire Ahmed. « Non, pas du tout. C'est juste, mon ancien patron avait viré un collègue, juste parce qu'il pensait qu'il était gay. J'avais peur que... » Ici, l'interrompis-je. « On se fiche de qui tu aimes. Ce qui nous importe, c'est ton travail et ta personne. » Ahmed devint rapidement bien plus qu'un employé. Il devint un ami. Et quand, 2 ans plus tard, il nous confia qu'il était lui aussi gay et qu'il avait peur d'en parler à sa famille traditionnelle, nous fûmes là pour le soutenir. « Tu vois, » dit Marc ce soir-là, « c'est pour ça qu'on fait tout ça, pour que des jeunes, comme Ahmed, aient un endroit où ils peuvent être eux-mêmes. » Notre atelier devint peu à peu un refuge. Nous embauchâmes d'autres personnes, créant une équipe diverse et soudée. Il y avait Fatima, une soudeuse exceptionnelle qui brisait tous les stéréotypes. Il y avait aussi Pierre, un homme trans qui avait trouvé chez nous l'acceptation qu'il n'avait pas eue ailleurs. Un jour, un journaliste local nous contacta pour un article sur les entreprises inclusives à Marseille. Marc hésita. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, » dit-il. « Ça va attirer l'attention. » « Justement, » répondis-je, « peut-être qu'il est temps d'être visible, pour montrer que c'est possible. » L'article parut 1 mois plus tard, avec notre photo en couverture du supplément économique. Le titre disait « L'amour et l'acier. Comment 2 hommes ont forgé leur succès. » Les réactions furent mitigées. Nous reçûmes des messages de soutien, des félicitations, mais aussi des menaces, des insultes. Certains clients nous quittèrent, ne voulant plus travailler avec des PD, comme ils disaient. Mais pour chaque client perdu, 2 nouveaux arrivaient. Des gens qui voulaient soutenir notre entreprise, justement à cause de nos valeurs. Une lettre en particulier nous toucha profondément. Elle venait d'un père de famille de Lyon. « Monsieur Rousseau, Monsieur Moreau,
écrivait-il. J'ai lu votre histoire dans le journal. Mon fils de 16 ans m'a avoué il y a peu qu'il était homosexuel. Je ne savais pas comment réagir. J'ai été élevé dans l'idée que c'était mal. Mais en lisant votre parcours, en voyant ce que vous avez accompli ensemble, j'ai compris. Mon fils n'est pas malade. Il n'est pas anormal. Il est juste mon fils et il mérite d'être heureux. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Marc pleura en lisant cette lettre. Lui, l'homme qui ne montrait jamais ses émotions en public, pleura ouvertement. On a fait une différence, murmura-t-il, pour ce père, pour son fils, et pour tant d'autres, ajoutai-je. Cette lettre nous rappela pourquoi notre visibilité était importante. Ce n'était pas juste pour nous, mais pour tous ceux qui viendraient après nous. Les années continuèrent de passer, apportant leur lot de joie et de peine. Il y eut des moments où nous pensions abandonner, où la pression était trop forte, où les attaques devenaient trop violentes. Mais nous tenions bon, ensemble. Un incident particulièrement marquant survint lors d'une conférence professionnelle à Paris. Marc avait été invité à parler de notre approche innovante de la métallurgie. Pendant sa présentation, un homme dans le public commença à crier des insultes homophobes. La sécurité l'escorta à dehors, mais l'incident avait secoué Marc. Ce soir-là, dans notre chambre d'hôtel, il était silencieux, renfermé. « Hé, dis-je en m'asseyant à côté de lui, parle-moi. Je suis fatigué, Julien. » Sa voix était basse, épuisée. Fatigué de devoir me battre tout le temps. Fatigué de devoir prouver que je mérite ma place. Je pris sa main. « Tu n'as rien à prouver. Ton travail parle pour toi. Mais ça ne suffit jamais, n'est-ce pas ?» Il se tourna vers moi. « On sera toujours les deux PD qui ont une entreprise. Jamais juste deux entrepreneurs qui réussissent. C'est vrai, admis-je. Pour certains, on sera toujours défini par qui on aime plutôt que par ce qu'on fait. Mais pour d'autres, pour ceux qui comptent vraiment, on est juste Marc et Julien. Deux hommes qui s'aiment et qui ont construit quelque chose de beau. » Il posa sa tête sur mon épaule. « Comment tu fais pour rester si positif? » « Parce que je te regarde. Je regarde ce qu'on a accompli malgré tout. Et je me dis que si on a réussi à surmonter tout ça, on peut surmonter n'importe quoi. Cette nuit-là, nous parlâmes jusqu'à l'aube, partageant nos peurs, nos espoirs, nos rêves pour l'avenir. Ces conversations, aussi douloureuses qu'elles puissent être, renforçaient notre lien. Les années continuèrent de passer. Nous vîmes le monde changer autour de nous. Les mentalités évoluaient lentement mais sûrement. En 2013, quand la France légalisa le mariage pour tous, nous fûmes parmi les premiers à nous marier légalement. La cérémonie fut simple, à la mairie de Marseille, avec nos proches et quelques amis. Ma mère était là, émue aux larmes, me serrant dans ses bras, en me chuchotant qu'elle était fière de moi. La sœur de Marc fit le déplacement depuis Lyon, apportant avec elle un album photo rempli de souvenirs d'enfance de Marc qu'il croyait perdu. Quand le maire nous déclara mariés et que Marc se pencha pour m'embrasser, j'eus l'impression que tout le chemin parcouru, toutes les douleurs endurées, avaient mené à ce moment précis. Ce baiser, devant témoins, légal et légitime, fut la consécration de notre amour. Le soir, nous organisâmes une petite fête dans notre atelier. Nos ouvriers étaient là, ainsi que quelques clients, devenus amis au fil des ans. Robert, notre vieux complice du chantier, fit un discours touchant. J'ai connu ces deux hommes quand ils n'étaient que deux âmes brisées qui se cherchaient, dit-il. Je les ai vus se trouver, se perdre et se retrouver. J'ai vu leur amour résister à des tempêtes qui auraient détruit n'importe quel couple. Aujourd'hui, je les vois mariés et je me dis que l'amour, le vrai, celui qui dure, c'est celui qui sait survivre aux épreuves. Marc serra ma main si fort que je sentis nos alliances se presser l'une contre l'autre. Cette nuit-là, allongé dans notre lit, épuisé mais heureux, Marc me murmura à l'oreille. « Tu sais ce que je regrette le plus ?
Non, quoi? De ne pas t'avoir embrassé dès le premier soir. Quand je t'ai vu sur cette poutrelle, concentré, beau, vivant, j'aurais dû savoir à ce moment-là que tu étais l'homme de ma vie. Je ris doucement. Si tu l'avais fait, je t'aurais probablement frappé. Probablement. Il rit aussi, mais on aurait gagné du temps. Le temps qu'on a pris nous a rendus plus forts, dis-je. Si ça avait été facile dès le début, peut-être qu'on n'aurait pas apprécié à sa juste valeur ce qu'on a. Il m'embrassa alors, et dans ce baiser, je sentis tout l'amour qu'il avait pour moi. Un amour forgé dans le feu et le métal, un amour qui avait résisté à tout. Avant de terminer cette histoire, j'aimerais vous poser une dernière question. Vous qui nous avez suivis jusqu'ici, êtes-vous toujours avec nous? Mettez une note de 0 à 10 en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce voyage. Votre avis compte énormément. Aujourd'hui, 10 ans après notre rencontre sur ce chantier de Marseille, notre entreprise emploie 20 personnes. Nous avons des projets dans toute la région PACA. Notre réputation n'est plus à faire et nous sommes sollicités pour des projets de plus en plus prestigieux. Mais ce dont je suis le plus fier, ce n'est pas notre succès professionnel. C'est le fait que plusieurs de nos employés sont des jeunes LGBTQ+, qui ont trouvé chez nous un espace de travail sûr, où ils peuvent être eux-mêmes sans crainte de jugement ou de discrimination. L'un d'eux, Thomas, un jeune soudeur de 23 ans, vint nous voir un jour. « Je voulais vous remercier », dit-il timidement. « Vous ne savez pas ce que ça représente pour moi de pouvoir travailler ici. Dans mon ancienne entreprise, je devais cacher qui j'étais. Ici, je peux enfin respirer. » Marc le regarda avec émotion. Nous savons exactement ce que ça représente. Nous sommes passés par là. Et c'est pour ça qu'on fait tout pour que personne ici n'ait à vivre ce qu'on a vécu. Plus tard, Thomas nous présenta son compagnon, un jeune architecte plein d'ambition. En les voyant ensemble, si jeunes et déjà si confiants dans leur amour, je réalisais à quel point les temps avaient changé. Ils n'auraient pas à se cacher comme nous l'avions fait. Ils pourraient construire leur vie ensemble sans avoir à choisir entre l'amour et la carrière. C'est pour eux qu'on se bat, dis-je à Marc ce soir-là, pour que leur chemin soit plus facile que le nôtre. Il acquiesça, et on continuera de se battre, parce que même si les choses s'améliorent, il reste encore tellement à faire. Notre histoire n'est pas unique. Partout dans le monde, il y a des hommes et des femmes qui se battent pour aimer librement, pour être acceptés tels qu'ils sont. Certains y parviennent, d'autres non. Nous avons eu de la chance. Nous avons trouvé la force l'un dans l'autre et des alliés quand nous en avions besoin. Je pense souvent à ce premier soir, quand Marc m'a fait descendre de cette poutrelle pour ajuster mon harnais. Si j'avais su alors que ce moment marquerait le début de la plus belle aventure de ma vie, aurais-je eu aussi peur? Probablement pas. Mais peut-être que c'est cette peur initiale, cette hésitation, qui a rendu notre victoire finale encore plus douce. L'amour, le vrai, n'est pas celui des contes de fées. Ce n'est pas un prince charmant qui arrive sur son cheval blanc pour tout résoudre d'un coup de baguette magique. L'amour véritable, c'est deux personnes imparfaites qui choisissent, jour après jour, de se battre ensemble. C'est accepter les défauts de l'autre, c'est pardonner les erreurs, c'est grandir ensemble. Marc et moi, nous ne sommes pas parfaits. Nous nous disputons encore parfois. Il y a des jours où le stress du travail nous rend irritables, où nous nous disons des choses que nous regrettons. Mais nous avons appris une chose essentielle. L'amour n'est pas l'absence de conflits, c'est la volonté de les résoudre ensemble. Il y a quelques mois, nous avons pris une décision importante. Nous avons commencé les démarches pour adopter un enfant. Le processus est long et compliqué, même si la loi nous le permet désormais. Mais nous sommes patients. Nous avons appris que les choses qui valent vraiment la peine prennent du temps. L'autre soir, en remplissant le énième formulaire administratif,
Marc leva les yeux vers moi. « Tu as peur ?» demanda-t-il. « Terrifié, répondis-je honnêtement, mais aussi incroyablement excité. Toi ? Pareil. » Il sourit. « Mais si on a survécu à tout le reste, on survivra à ça aussi. » Et il avait raison, parce que c'est ce que nous faisons, Marc et moi. Nous survivons, nous prospérons, nous aimons. Notre histoire a commencé dans le bruit assourdissant d'un chantier, dans les étincelles d'une torche de soudure, dans la chaleur étouffante d'une nuit d'été marseillaise. Elle a grandi dans les silences complices, dans les regards volés, dans les moments volés, loin des yeux et indiscrets. Elle a failli se briser sous le poids de la peur et du jugement, mais elle a tenu bon, soudée par quelque chose de plus fort que l'acier que nous travaillons, l'amour véritable. Aujourd'hui, quand je regarde Marc, je ne vois plus seulement le chef strict qui m'a fait descendre d'une poutrelle il y a 10 ans. Je vois mon partenaire, mon mari, mon meilleur ami. Je vois l'homme avec qui je veux vieillir, celui avec qui je veux partager chaque lever de soleil sur le port de Marseille. Notre amour est né du métal et du feu, forgé dans l'adversité, poli par le temps. Il porte les cicatrices de nos batailles, mais il brille d'une lumière qui ne s'éteindra jamais. Parce que voilà ce que j'ai appris. L'amour, quand il est vrai, quand il est profond, quand il est choisi chaque jour, peut résister à tout. Aux préjugés, à la haine, à la peur. Il peut transformer 2 hommes brisés en une force imparable. Marc et moi, nous ne sommes que 2 ouvriers, parmi tant d'autres. Notre histoire n'a rien d'extraordinaire, mais c'est notre histoire, et elle est vraie, et elle est belle. Alors, si vous êtes là, à m'écouter, et que vous vous demandez si l'amour vaut la peine de se battre, je vous dis oui. 1000 fois oui. Parce que l'amour, le vrai, celui qui transforme, celui qui libère, celui qui construit, cet amour-là vaut toutes les batailles du monde. Notre histoire continue. Chaque jour apporte son lot de défis et de joies. Mais nous les affrontons ensemble, main dans la main, comme nous l'avons toujours fait. Et quand je ferme les yeux le soir, blotti contre Marc, j'entends encore le bruit du métal, le crépitement des torches, les échos de ce chantier où tout a commencé. Et je souris, reconnaissant pour chaque moment qui nous a menés ici. Parce que c'est ça, l'amour. C'est trouver sa maison dans les bras de quelqu'un. C'est trouver sa paix dans le chaos. C'est trouver sa lumière, même dans la nuit la plus sombre. Marc et Julien, 2 noms gravés dans le métal. 2 vies soudées ensemble, 2 cœurs battant à l'unisson. C'est notre histoire. L'histoire de 2 ouvriers sur le même chantier qui ont trouvé l'amour dans le bruit du métal. Et elle est loin d'être terminée. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. N'oubliez pas de me dire d'où vous nous écoutez et ce que vous avez pensé de cette histoire. Vos mots comptent énormément pour moi. À bientôt pour de nouvelles histoires.